Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Toyota RAV4. La transmission intégrale du RAV4 de deuxième génération est très différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur les multisegments typiques. Elle est pleine en permanence, avec un différentiel central. Si nous parlons des analogues les plus proches, il s'agit alors de la Mitsubishi Lancer Evo ou d'un proche parent de la Toyota Celica, dont, en fait, le mécanisme est hérité. La boîte de vitesse angulaire, reliée à la boîte de vitesse, contient un différentiel central et sur l'essieu arrière, il n'y a pas d'embrayage, juste une boîte de vitesse et un joint homocinétique. Compte tenu de la faible puissance des moteurs RAV4, casser quelque chose dans la transmission n'est possible qu'avec une grande habileté. Parmi les pannes de ressources ici, vous ne pouvez généralement trouver que l'usure des supports d'arbre de transmission et l'usure des joints homocinétiques. L'arbre de transmission nécessite généralement une attention après 100 à 1500 km, et les joints homocinétiques sont conditionnellement éternels. Ils tombent en panne si le couvercle et le lubrifiant sont endommagés ou ne sont pas remplacés à temps, ou après un dommage mécanique. Un jeu accru au niveau des charnières avant n'apparaît généralement qu'après 200 à 250 000 km. Une boîte de vitesse angulaire avec différentiel, également appelée module de prise de force sur l'essieu arrière ou simplement boîte de transfert, coûte assez cher. Mais en même temps, fiable. Des problèmes surviennent généralement si le niveau d'huile n'est pas atteint ou si les joints sont endommagés. Néanmoins, des contrôles réguliers des fuites et de l'huile sont nécessaires. Les voitures à transmission manuelle sont relativement rares. La plupart des RAV4 ont une transmission automatique. Mais on constate quand même que les mécaniques n'ont pas de surprise. Elles ont une longue durée de vie, surtout si l'on ne surcharge pas les synchroniseurs avec des changements de vitesse rapides et ne change pas l'huile à temps. Quant à la transmission automatique, elle est tout simplement excellente. Les transmissions de la série U140 méritent depuis longtemps d'être considérées comme l'une des meilleures machines automatiques. Bien sûr, il n'a que 4 étages, bien que contrôlé électroniquement, mais sur une voiture relativement de faible puissance, une transmission automatique à plusieurs étages ne permet pas une économie de carburant significative en mode autoroute. Et en cycle urbain, le blocage partiel du moteur turbine à gaz et le freinage moteur actif permettent une consommation de carburant tout à fait acceptable. Ne faites pas attention aux données de consommation du passeport, elles s'avèrent quand même être d'environ 15 litres au 100, seule l'installation d'un variateur a pu la réduire d'1,5 litre supplémentaire à 2 litres. Ce merveilleux U140 a aussi des points faibles, ce sont le train épicycloïdal avant et le capot arrière. Mais si l'huile dans la boîte est changée à temps, que l'électronique est en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a pas de surchauffe, des problèmes avec ces composants ne peuvent survenir qu'après avoir parcouru 300 à 350 000 km, voire plus tard. Peut-être qu'avec les moteurs 3,0 à 3,3 sur Lexus, les chiffres seront peut-être un peu moins impressionnants. Aux courses maximales, le siège du tambour se brise en raison d'un anneau de compression en téflon infructueux. Si les propriétaires abusent régulièrement des démarrages vigoureux, les garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz peuvent s'user jusqu'à un kilométrage de 200 000. Le problème le plus courant avec les transmissions automatiques du RAV4 de deuxième génération était un dysfonctionnement de l'unité de commande de la transmission. Principalement en raison de contacts peu fiables dus à la soudure à froid en usine, mais les pistes sont également endommagées en raison des vibrations et des pannes du micrologiciel. Il y a à peine 5 ans, les dysfonctionnements électroniques de la transmission automatique étaient plus fréquents que les problèmes mécaniques. Et je peux affirmer que de tels défauts continueront clairement à se produire. Les moteurs 1AZFE et 2AZFE ne diffèrent que par leur cylindrée. En fonctionnement, ils sont exactement les mêmes. La première série de ces moteurs se distinguait par une caractéristique désagréable. Ils avaient des filetages flottants dans le bloc cylindre. En conséquence, la culasse s'est soulevée, et le fonctionnement du joint de gaz a été perturbé, et le joint de culasse a été soufflé. Pour les voitures à kilométrage élevé, ce problème a probablement déjà été résolu, et dans le cadre de l'entreprise de rappel, les filetages ont été renforcés par l'installation d'une bague, et la même chose est faite en cas de réparation. Le défaut se manifeste particulièrement clairement lors d'une surchauffe, et cela arrive. Les radiateurs de ces machines sont assez faibles et ont tendance à perdre des cellules, mais les pompes sont les principales responsables des fuites et de la surchauffe. Il doit être changé tous les 50 000 km, même si vous installez à chaque fois une pièce de rechange d'origine. Lors de l'achat d'une pale non originale, examinez la configuration des pales,
des conceptions trop simples avec une petite taille de turbine peuvent ne pas assurer le fonctionnement normal du système de refroidissement du moteur de 2,4 litres. La conception peu réussie et fiable du pot catalytique sur les voitures pré-restylées est sujette à l'écaillage du catalyseur lors des démarrages à froid et à la surchauffe en été. De plus, dans ce cas, il y a 4 capteurs d'oxygène, et ils ne sont pas très fiables, ce qui augmente considérablement le risque de panne. Après restylage sur les voitures européennes, le collecteur a changé, la durée de vie a augmenté et il ne restait plus que 2 lambda. Mais néanmoins, après 200 à 250 000 km, il peut commencer à s'effondrer et même endommager le groupe de pistons. Et c'est pourquoi je recommande fortement de surveiller en permanence son état. Des problèmes liés aux fuites d'huile à la fois via le capteur de pression d'huile sur le bloc et via un système de ventilation pas particulièrement performant se produisent également régulièrement. En cours de route, le papillon des gaz en soufre, qui s'encrasse rapidement, et le collecteur d'admission, littéralement envahi par les dépôts de l'intérieur. Par conséquent, lorsque vous parcourez plus de 200 000 km, il est préférable non seulement de nettoyer le papillon des gaz et le système de ventilation du carter, mais également de retirer et de nettoyer toute l'admission. Il est préférable de le faire en vérifiant et en remplaçant tous les joints, des bacs d'injecteurs aux tubulures d'admission. Les éléments en caoutchouc deviennent inutilisables, provoquant des fuites dans l'admission. La ressource de la chaîne de distribution varie de 150 à 250 000 à 300 000 km, ce qui constitue un excellent indicateur pour les moteurs modernes. Parfois, le déphaseur peut ne pas survivre à un tel kilométrage, mais le tendeur hydraulique de ces moteurs peut être qualifié de consommable. Son remplacement est requis tous les 50 à 60 000 km. Heureusement, ce ne sont pas des pièces particulièrement chères. Si le moteur commence à devenir plus bruyant, il est peut-être temps de régler les soupapes. Il n'y a pas de compensateurs hydrauliques. Vérifiez la chaîne en même temps. Le groupe de pistons n'est pas sujet à la coquefaction, et si vous n'oubliez pas de changer l'huile et de ne pas surchauffer le moteur, il durera plus de 300 000 km, et parfois même 500. En général, AZFE est un excellent exemple de moteur des plus fiables qui ne souffre pas de panne pendant le fonctionnement. Bien entendu, une ressource aussi longue est en grande partie due au court intervalle d'entretien de 10 000 km. Mais même aux États-Unis, où les attitudes à l'égard de l'entretien de routine varient, ces moteurs fonctionnent très bien. Le moteur de 1,8 litres de la série 1Z ZFE est sensiblement différent des plus anciens. Je ne suis pas enclin à tomber dans la haine de Toyota, mais c'est l'un des moteurs Toyota les plus ratés du début du siècle. Le moteur est apparu en 1998, mais jusqu'en 2002, les constructeurs n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu, corriger l'inconvénient le plus évident, la brûlure d'huile, du groupe de piston. Les segments étaient coincés car les trous de vidange d'huile dans le piston étaient trop petits. Le manchon en fonte à parois minces, quant à lui, s'use facilement à cause des anneaux coincés. Après 2003, le groupe piston a été remplacé, mais les chances de rencontrer un moteur gourmand en huile demeurent. Certains moteurs étaient réparés collectivement, en perçant des trous dans le piston ou en remplaçant les pistons sans remplacer la chemise. Et désormais, des réparations avec vomissement, des bagues sont effectuées régulièrement, dès que la consommation d'huile atteint 1 litre ou 2 au 1000 km. En cas de moindre surchauffe, le bloc cylindre conduit, sans parler de l'apparition garantie des segments de piston. La durée de vie des chaînes de distribution n'est pas non plus comme celle de ses frères aînés. Ici 150 000 est plutôt la limite supérieure de kilométrage, et des sauts se sont produits même avec des courses allant jusqu'à une centaine. Un autre inconvénient est l'absence de siège de soupape en fonte classique. En cas de dommage, ce qui arrive relativement souvent, il faut meuler le revêtement durci et installer la fonte. Ou changer toute la culasse. Et malgré toutes les mesures, la ressource maximale du groupe de pistons ne dépassera toujours pas 200 000 km. Même les petites choses comme un accélérateur sale, des bobines volantes, de mauvais supports de moteur, des fuites d'huile et d'autres choses ne disparaîtront pas. Et c'est l'un des moteurs Toyota les plus courants dans la classe moyenne. Il n'est pas surprenant que le coût porté à l'image ait été sensible, et la série ZZ reste encore dans les mémoires aujourd'hui. Mais je vous conseillerais seulement de refuser d'acheter une voiture avec un tel moteur, d'autant plus qu'elle sera définitivement à traction avant. Il est également préférable de ne pas acheter de Rafik diesel, même si vous pouvez obtenir du carburant diesel gratuit. Le moteur 1 CDF-TV, outre l'équipement en carburant capricieux, se distingue également par la rare fragilité de la culasse,
les cloisons entre les soupapes se fissurent facilement et naturellement après une longue charge élevée ou simplement suite à un fonctionnement à haute teneur en soufre. Gazoil. La courroie de distribution s'est avérée capricieuse, ce qui est comme la mort pour un moteur diesel. L'intervalle prévu pour son remplacement est sensiblement trop long. Il est recommandé de le changer non pas une fois tous les 150 000, mais 3 fois plus souvent, si vous ne souhaitez pas changer l'ensemble moteur. Un EGR à entraînement électrique est également loin d'être un chef-d'œuvre d'ingénierie, sa panne et un collecteur d'admission obstrué sont donc courants. Une turbine à géométrie variable coûte très cher et nécessite un nettoyage régulier du mécanisme. Les injecteurs électro-hydrauliques sont également coûteux et très sensibles au carburant. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Toyota RAV4. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.